Pour me présenter, je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut Veplen et qui travaille sur les questions de réforme économique et de transition écologique. Et moi, je travaille en particulier maintenant sur les questions commerciales. Mais pendant plusieurs années auparavant, j'ai été chargée de plaidoyer au sein d'une ONG française de développement qui est assez importante, qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire. Et avec cette mission-là, j'ai coordonné les travaux de la plateforme Paradis fiscaux et judiciaires, qui est le collectif français qui réunit un certain nombre d'organisations de la société civile qui se sont mobilisées depuis 2005 déjà pour essayer de lutter contre l'évasion fiscale. Et dans ce collectif, on trouve des ONG de développement, donc comme la mienne ou comme Caritas ou Oxfam par exemple, mais aussi des syndicats, et notamment le syndicat des finances publiques et le syndicat de la magistrature qui nous ont toujours apporté une expertise très, très précieuse. On trouve aussi des ONG d'environnement, des mouvements citoyens comme Attac, des organisations de lutte contre la corruption, comme une association d'élus qui s'appelle Anticorps et Transparency International, par exemple. Et donc, c'est vraiment tout ce que je vais présenter à partir de maintenant. C'est très souvent le fruit d'un travail qui a été mené en collectif au niveau français, sachant qu'on était aussi membre de différents réseaux au niveau européen sur ces thématiques. Donc, je crois qu'Olivier l'a bien dit. C'est vrai que c'est peut-être pas évident de comprendre pourquoi des ONG de développement s'intéressent à la question de l'évasion fiscale. Le constat qu'on a fait il y a quelques années, c'est que finalement, les pays du Sud, les pays en développement, perdaient énormément de ressources qui devraient être les leurs à cause de ces flux financiers illicites, et que finalement, toute l'aide publique au développement que les États peuvent apporter est très très faible en comparaison à tous ces flux financiers qui sortent de ces pays. Et donc, finalement, il y avait un intérêt urgent à agir sur cette question-là. On s'est aussi rendu compte rapidement que, en travaillant sur ces flux financiers illicites, quand on cite cette question-là, on pense souvent à la question de la corruption, du crime, des trafics en tout genre. Mais finalement, la plus grosse partie de ces flux financiers illicites, c'est de l'évasion fiscale, c'est de l'optimisation fiscale agressive, notamment des entreprises multinationales et des grandes fortunes de ces pays. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a mis le focus sur ces questions. Et peut-être que le grand paradoxe, c'est qu'on a vraiment commencé en partant de la problématique des pays du Sud. On a mis longtemps en France à intéresser les décideurs politiques, à intéresser les médias à ces questions-là. Et puis finalement, on a petit à petit, à force de publier des études, de publier des études de cas, grâce aussi à la multiplication de toutes les grandes enquêtes d'investigation qui ont mis à jour un certain nombre de mécanismes avec le Offshore Leaks, LuxLeaks, les Panama Papers, etc. Finalement, les décideurs politiques en France ont pris conscience que ce n'était pas seulement un problème pour les pays du Sud, mais que c'était aussi quelque chose qui coûtait très cher au budget de l'État chez nous, et que ce n'était pas simplement parce qu'il y avait des administrations fiscales mal dotées, mal équipées, ou avec un déficit de formation dans des pays en développement qu'on avait du mal à récolter les impôts que devraient payer les multinationales, mais vraiment parce qu'elles utilisent aujourd'hui des outils de plus en plus sophistiqués, de plus en plus perfectionnés, puis qu'elles s'adaptent sans cesse aux modifications du droit, et donc que c'est difficile pour un État et pour son administration de capter la juste part d'impôts qui devrait être payée
sur le territoire. L'autre chose aussi sur laquelle on a dû se battre un petit peu, c'est que on nous citait souvent des exemples américains, comme si les grandes entreprises multinationales américaines étaient les uniques utilisatrices des paradis fiscaux et de tous ces montages qu'on vient de vous décrire. Donc on parlait souvent notamment des grands groupes de l'Internet, hein, les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et donc, il a fallu qu'on montre que les multinationales françaises, européennes, n'étaient pas moins agressives ou pas moins actives pour essayer d'échapper à l'impôt. Donc, par exemple, en juin 2013, on a publié un rapport qui s'appelait Au paradis des impôts perdus et qui faisait la cartographie de l'ensemble des filiales des 50 premières entreprises européennes. Et donc, déjà, la première chose qu'on a montré, c'est que ces 50 premiers groupes européens, en fait, c'est très difficile de savoir exactement où ils ont des activités. Et Olivier le disait très bien juste avant, des fois, ils ne donnent même pas la liste complète des filiales que leur groupe consolide. Donc, par exemple, dans le cas de l'entreprise Total, on a beaucoup de mal à savoir exactement où sont les filiales. On n'a pas le nom de toutes et des fois on a le nom mais on n'a pas la localisation précise, donc on essaye de deviner. Quand on voit Total Bermuda, on se dit qu'ils sont aux Bermudes, mais c'est des fois plus compliqué que ça. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'elles avaient toutes de très nombreuses filiales dans les paradis fiscaux. Le premier paradis fiscal, le préféré des entreprises européennes, ce sont les Pays-Bas. Puis vient juste derrière le Delaware, l'État du Delaware aux États-Unis. Ensuite le Luxembourg, l'Irlande, la Belgique, les îles Caïmans, la Suisse, Jersey, etc. Et du coup, on trouve des choses originales, puisque par exemple, les entreprises, les 50 premières entreprises européennes qu'on a étudiées ont 2 fois plus de filiales aux îles Caïmans qu'en Inde, où elles en ont presque autant au Luxembourg qu'en Chine. Et donc, ça montre bien que ça ne correspond absolument pas au marché que ces entreprises peuvent essayer d'atteindre en créant des sociétés pour aller vendre des produits ou des services sur des marchés où il y a beaucoup de consommateurs. Ce n'est pas non plus les pays dans lesquels elles font fabriquer ces biens ou ces services, et que c'est vraiment des filiales qui ont un rôle pour essayer de délocaliser artificiellement des profits qui sont générés ailleurs. Les conséquences économiques et politiques de tous ces mécanismes, je reviens dessus rapidement. La première, c'est qu'il y a quand même des conséquences économiques avec un manque à gagner très important pour les gouvernements, notamment parce qu'il y a des impôts qui ne sont pas payés, mais aussi parce que cette compétition fiscale entre les États fait que chaque État est tenté de baisser le taux d'imposition sur les sociétés pour essayer d'attirer des capitaux, pour essayer d'attirer des entreprises. Et donc, on a vu, par exemple, entre 1999 et 2009, le niveau moyen d'impôt sur les sociétés dans le monde passer de près de 33% à 25% et demi, ce qui est une baisse assez importante. Et ça veut dire que les États cherchent évidemment à taxer d'autres assiettes fiscales qui sont moins mobiles que les entreprises. Et donc, c'est notamment un report sur les particuliers ou sur d'autres types d'impôts comme l'impôt sur la consommation. Une autre conséquence, c'est qu'avec avec ces territoires, on a un certain nombre de territoires qui sont devenus des zones de non-droit en matière de régulation financière, des espèces de Far West pour les institutions financières, dans lesquelles les entreprises, notamment les institutions financières, peuvent développer des activités plus risquées. Et ça, on l'a vu pendant la crise financière. Il y a beaucoup... Les paradis fiscaux n'ont pas été le déclencheur de la crise financière, mais souvent, on s'est rendu compte que c'est via des filiales dans ces paradis fiscaux que les banques avaient pris les risques les plus importants
sur les différents types d'activités financières qui ont été à l'origine de la crise. Et la dernière chose que je voulais souligner aussi, c'est qu'avec ces manipulations comptables, on a aujourd'hui des indicateurs économiques qui sont complètement mensongers. Il y a déjà des choses qui ont été montrées avec les études de cas, mais dans d'autres cas que j'aime moi souvent citer, il y a une étude qui avait été faite par le Guardian en 2007 et qui montrait à partir des 4 premiers multinationales, les 4 premières multinationales de la banane en Suisse, et qui montrait que si on regarde leurs comptes et leurs documents de référence, on pourrait croire que les bananes qui sont consommées sur le marché du Royaume-Uni viennent principalement de Jersey. Et alors évidemment, ces entreprises n'ont pas trouvé le moyen de faire pousser des bananes à Jersey, puisque le climat ne s'y prête pas du tout. Mais l'enquête du Guardian avait montré qu'en réalité, des bananes qui étaient produites en Amérique latine et consommées au Royaume-Uni, sur le papier, elles feraient environ 7 étapes entre le pays de production et le pays de distribution, avec une première filiale au Luxembourg qui s'occupe des services financiers, une filiale aux îles Caïmans qui s'occupe du réseau commercial, puis ensuite l'Irlande qui, elle, s'occupe justement de la marque, Chiquita, Dole ou Fresh Del Monte. À l'île de Man, vous trouvez une filiale qui s'occupe de l'assurance. Aux Bermudes, c'est le réseau de distribution. À la Jersey, c'est le management. Et au Royaume-Uni, elle est ensuite distribuée. Et donc finalement, sur une banane que le consommateur achète 1 €, en réalité, il y a 13 centimes qui reviennent au pays producteur, avec 12 centimes pour la main-d'œuvre et la production, 1 centime de bénéfice sur l'imposition dans ce pays-là. Et puis, vous avez tout ce circuit fictif intermédiaire qui permet de distribuer 8 centimes à la filiale des îles Caïmans, 8 au Luxembourg, 4 en Irlande, 4 à l'île de Man, 17 aux Bermudes et 6 à Jersey. Et donc ça, c'est une partie des profits de l'entreprise qui est soustraite via toutes ces opérations intermédiaires. Le deuxième chiffre que j'aimais bien utiliser, c'est un chiffre. Est-ce que vous savez quels sont les salariés les plus rentables dans le monde? Parce que là, on a vu que les salariés suisses pour l'usine Kering étaient assez performants par rapport au reste du monde. Mais si on regarde les chiffres des multinationales américaines, et ben en fait, on se rend compte que ça se sait assez peu, mais que le salarié des Bermudes serait 46 fois plus rentable que le salarié moyen mondial. Et pourquoi? Mais parce que dans les comptes des grandes entreprises américaines, elles réussissent à attribuer à des filiales aux Bermudes un certain nombre d'opérations qui rapportaient au nombre de salariés qu'il y a vraiment dans ces sociétés situées aux Bermudes et du coup un chiffre très important, alors que évidemment la richesse elle est produite dans d'autres filiales, mais elle transite artificiellement seulement par ces filiales des Bermudes. L'autre indicateur complètement erroné, c'est celui du nombre d'entreprises par habitant dans différents pays. Là encore, les statistiques internationales, la population qui aurait l'esprit d'entreprise le plus développé serait celle des îles Vierges britanniques, parce qu'on y trouve 34 entreprises par habitant. C'est-à-dire que c'est un territoire où il y a 830 000 sociétés enregistrées pour 24 000 habitants. Ensuite, au Delaware, on est pas mal non plus, il y a environ une société par habitant. En France, c'est des proportions complètement inverses, puisqu'on a une société pour 28 habitants. En Allemagne, c'est une pour 46. Donc là, on se retrouve sur des indicateurs plus raisonnables. Et l'autre indicateur qui nous fait perdre complètement la tête, c'est est-ce que vous savez quel est le premier investisseur étranger en Chine? Et bien là encore, si on regarde les chiffres, le premier pays d'où viennent les investissements directs étrangers, c'est Hong Kong, puis les îles Vierges britanniques, puis Singapour. Donc 3 pays qui sont des
des grandes puissances industrielles et qui ont beaucoup de capitaux à investir, n'est-ce pas? Ce qui montre que en fait, tous les investissements étrangers qui sont réalisés vers la Chine, y compris ceux qui viennent de l'Union européenne, ils transitent par des filiales intermédiaires. Et ça, c'est une façon de bénéficier des meilleurs traités et conventions fiscales qui sont passées entre ces paradis fiscaux que je viens de citer, Hong Kong, les îles Vierges britanniques et Singapour, et la Chine. Et ça ne traduit évidemment pas la réalité des flux d'investissement directs qui sont véritablement réalisés. Et donc, vous imaginez bien qu'avec des chiffres comme ça, c'est vraiment toute l'économie mondiale et la représentation qu'on en a qui est déformée du fait de ces manipulations comptables des entreprises qui permettent d'échapper à l'impôt et qui peut complètement fausser aussi le travail des décideurs qui ont souvent les yeux rivés sur les flux d'investissement, la productivité, etc. Puisque là, on obtient des chiffres complètement aberrants. Pour finir, moi, je voulais vous parler un petit peu aussi d'une campagne qu'on a menée en France, parce que quand on a commencé à découvrir tous ces phénomènes et à essayer de les comprendre, on s'est beaucoup creusé la tête pour savoir comment on pourrait faire de la pédagogie autour de ces questions-là, qui sont finalement assez difficiles. Et il y a beaucoup de décideurs politiques qui nous disaient qu'ils n'étaient pas du tout experts en finance, en fiscalité, et qui avaient du mal à se plonger dans ce sujet-là. Même les journalistes, on voyait bien que c'était des sujets compliqués pour eux et que c'était difficile de raconter des histoires à partir des quelques exemples qu'on leur donnait. Et puis le grand public, quand on organisait des réunions publiques comme ce soir, c'était difficile de leur décrire tout ce qu'on avait compris du phénomène et puis de les laisser repartir en disant bon, bah, tout ça se passe à une échelle internationale, c'est compliqué d'agir, il faudrait que ce soit le G20 qui prenne des décisions. Malheureusement, ils ne le font pas parce que chacun protège plus ou moins les paradis fiscaux qu'il a autour de lui, chacun essaye d'attirer des investissements, donc c'est compliqué de prendre des décisions vraiment efficaces. Et donc on a monté collectivement avec toutes les organisations que je vous citais au début une campagne qui s'appelait Stop Paradis Fiscaux et qui essayait de décliner des actions très précises pour que chacun puisse s'engager à son niveau. Donc, pour les citoyens, on avait une première chose à faire qui était d'écrire à sa banque avec un modèle de lettre pour demander à son banquier quelle était la présence du groupe bancaire dans les paradis fiscaux, la politique par rapport à la question de l'évasion fiscale, du blanchiment, etc. On avait aussi une lettre à envoyer aux élus locaux pour leur demander de prendre position sur ces sujets et d'agir concrètement. Et évidemment, une pétition. On a aussi beaucoup travaillé avec les syndicats et les militants syndicaux, parce qu'en France, il y a la possibilité au sein des comités d'entreprise de réaliser des audits financiers avec des cabinets spécialisés et qui ont accès à un certain nombre de chiffres et de données qui ne sont normalement pas publiées par l'entreprise. Et donc, on avait proposé à un certain nombre de représentants syndicaux de missionner ces experts pour leur sortir des chiffres et pour essayer d'avoir des chiffres pays par pays pour bien comprendre quelle était l'activité des banques, parce qu'on a commencé à faire ça d'abord au sein des banques françaises. Donc on a commencé à avoir des résultats très intéressants. Par exemple, à la Société Générale en France, tous les syndicats s'étaient mis d'accord pour faire cette demande-là en comité d'entreprise. Et l'expert avait commencé à regarder un certain nombre de territoires, le nombre de filiales qu'il y avait dans ces territoires, les bénéfices qui étaient effectivement réalisés, le nombre d'employés, et puis on commençait à voir qu'il y avait des choses bizarres avec des filiales sans employés qui participaient pour un pourcentage important de l'activité du groupe. Et tout ça a permis ensuite de poser des questions et de sensibiliser
les employés de ces banques pour essayer de demander à leurs dirigeants plus d'informations sur la politique interne de la banque. On a aussi beaucoup travaillé avec les élus des collectivités locales en les invitant à adopter des résolutions pour qu'ils demandent aussi aux banques avec lesquelles travaillaient les collectivités locales plus de transparence. Et ça, c'est une campagne qui a assez bien marché. On a eu 18 régions françaises sur les 22 qui se sont engagées, qui avaient adopté des délibérations. Après, il y a eu aussi un certain nombre de grandes villes et de départements. Et ça a été très utile pour faire tout ce travail de pédagogie auprès des élus. Parce qu'à chaque fois, les élus nous répondaient sur ces questions-là, c'est simple, il y a des paradis fiscaux, il faut faire des listes et ensuite mettre des sanctions. Et on avait beaucoup de mal à leur expliquer que nous, ce qu'on préconisait, c'était de demander aux entreprises multinationales qui sont les principales utilisatrices de ces régimes fiscaux, de ces régimes privilégiés, etc., de publier des comptes pays par pays pour qu'on puisse véritablement détecter là où elles manipulent leurs comptes pour transférer artificiellement des profits. Et puis, on avait aussi essayé de développer des activités auprès d'entreprises pour qu'elles acceptent de publier des comptes pays par pays et qu'elles acceptent de devenir entreprises stop paradis fiscaux. Cette partie-là, malheureusement, a été moins efficace. Mais grâce à toute cette mobilisation, ça a commencé en 2009 et ça a duré pendant plusieurs années. On a réussi à véritablement sensibiliser le grand public à cette proposition de reporting pays par pays public. Et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre un certain nombre de députés d'introduire cette disposition-là dans la loi bancaire qui a été adoptée en France en 2013, et donc de demander à toutes les banques françaises 5 informations, les filiales et leur localisation, et ensuite par pays, le chiffre d'affaires, les bénéfices, les impôts payés, les subventions reçues, et il m'en manque une. Non, et les filiales. Donc, à partir de la loi de 2013, toutes les entreprises, toutes les banques françaises ont dû faire ce reporting-là chaque année et un rapport très détaillé avec ces activités, ce qui permet de déceler plein de choses. Dans la foulée, l'Union européenne a adopté une directive qui transpose cette obligation à l'ensemble des banques européennes. Par contre, là où on n'arrive pas maintenant à progresser, c'est qu'on voudrait que cette obligation-là devienne une obligation non pas seulement pour les banques, mais pour l'ensemble des activités, l'ensemble des entreprises multinationales, quel que soit leur secteur d'activité. Et ça, on a essayé plusieurs fois. Les mêmes députés qui avaient porté cette proposition-là ont porté à plusieurs reprises des amendements pour demander ça au gouvernement français. Et pour l'instant, le gouvernement résiste en disant qu'il faudrait que ça se fasse au niveau de l'Union européenne et que tant que l'Union européenne ne le fait pas dans son ensemble, la France ne veut pas prendre la responsabilité. Ce qui est dommage parce qu'on voit depuis 2013 que les banques le font, qu'a priori ça n'a pas causé de tort plus important que ça aux banques françaises et que par contre ça donne vraiment des informations très intéressantes à l'administration fiscale, mais aussi aux organisations de la société civile et aux journalistes qui travaillent sur ces questions-là, et que ça oblige les banques d'elles-mêmes à fermer un certain nombre de filiales, à se retirer de certains territoires dans lesquels elles n'ont pas d'activité réelle et uniquement des activités fictives. Et donc, ça a un vrai effet en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Et peut-être juste pour finir, je voulais exprimer un regret qu'on a, nous, au niveau de la société civile française, c'est qu'on voit que les choses avancent. Il y a eu des vrais progrès et des vrais succès dans la mobilisation citoyenne. Par contre, on trouve que ça ne bouge pas assez vite par rapport à l'urgence de la situation et à l'ampleur du problème. Et puis finalement, tout ce qu'on a pu faire, ça a eu des effets assez limités pour les pays du Sud parce que justement, le reporting pays par pays, on voudrait qu'il soit public
parce que ça permettrait à la société civile et à l'ensemble des administrations fiscales de tous les pays d'avoir accès à ces informations. Et pour l'instant, le choix qui est fait par l'OCDE, par l'Union européenne, c'est de faire un reporting pays par pays qui n'est que dirigé vers les administrations fiscales des pays sièges des entreprises multinationales. Et donc, ce sera très difficile pour les pays comme le Ghana, qu'on voyait tout à l'heure dans le cas de Sam Miller, d'avoir accès aux chiffres des maisons mères et des pays hôtes des maisons mères. Voilà.